Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est François Asselineau, président et fondateur de l'UPR. Bonsoir. Bonsoir. François Asselineau, ensemble nous allons commenter l'actualité politique. Cependant, j'aimerais qu'on parle d'abord du parti politique que vous avez fondé, l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, un parti qui existe depuis déjà quelques années, depuis 2007. Il s'agit d'un mouvement souverainiste anti-européen. Comment vous le définiriez, votre parti politique ? Je vous corrige tout de suite, nous refusons le mot de souverainiste. On refuse le mot de souverainiste parce que c'est un côté un peu folklorique, n'est-ce pas ? Souverainiste, on a l'impression qu'on ne sait pas très bien ce qu'on veut, en plus c'est très connoté à droite, donc c'est pas notre genre de beauté. C'est un mouvement de rassemblement national qui rassemble des Français de droite, du centre, de gauche, dans l'objectif qui a été posé à la fondation de ce mouvement. L'objectif est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors quand on nous demande comment vous qualifiez-vous, moi je préfère le mot de mouvement de libération nationale. Parce que nous sommes, c'est en tout cas nos analyses, le problème numéro 1 de la France, c'est que les Français ne décident plus de leur avenir collectif. Nous sommes un pays qui maintenant a été placé sous tutelle étrangère. Cette tutelle s'exerce par 3 moyens. La Banque centrale européenne à Francfort, la Commission européenne à Bruxelles, et puis l'OTAN qui se situe à Bruxelles mais qui est dirigée depuis Washington. Donc voilà. Alors vous refusez le clivage droite-gauche. Certaines de vos thèses rappellent pourtant celles du Front National. Est-ce que vous êtes lié idéologiquement à l'extrême droite ? Alors d'abord, ça a été tranché par le ministère de l'Intérieur qui a examiné notre programme au moment des élections européennes, puisque nous nous sommes présentés dans les 8 circonscriptions interrégionales, et où nous avons d'ailleurs fait un score qui a surpris les observateurs, puisque nous avons fait plus de voix que le NPA de M. Besancenot, alors que personne ne nous a jamais entendus dans les médias de très grande diffusion. Notre moyen de développement est uniquement par Internet et par le bouche à oreille. Donc lorsque nous avons déposé nos listes, le ministère de l'Intérieur, comme il doit le faire, examine les programmes et nous a classés dans les listes diverses, c'est-à-dire ni divers droite, ni divers gauche, parce que nous avons un mouvement, un programme de rassemblement national. C'est très important. Le ministère de l'Intérieur a reconnu ipso facto, a reconnu du fait même, par cette décision, que la volonté de sortir de l'Union européenne n'est pas en soi quelque chose qui soit de droite et a fortiori d'extrême droite. Alors on va parler de votre parti politique, de votre programme, de la charte de l'UPR, mais auparavant j'aimerais tout de même qu'on fasse connaissance avec vous, François Asselineau. Vous êtes énarque, vous avez travaillé avec Hervé de Charette, avec Gérard Longuet. Finalement vous auriez pu avoir un parcours classique d'homme de droite. Vous avez travaillé avec Charles Pasqua également. Vous pourriez être aujourd'hui à l'UMP. Oui, je pourrais tout à fait être à l'UMP. J'avais d'ailleurs pas été pendant quelques temps au groupe UMP du Conseil de Paris, mais il y a maintenant longtemps, c'était il y a 10 ans. J'ai claqué la porte de tout ça parce que j'ai découvert progressivement, notamment quand j'ai travaillé dans les cabinets ministériels au cours des années 90, puis au début des années 2000, qu'en fait, la France file un mauvais coton, comme on dit vulgairement, et que la classe politique française n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc je pense, si vous voulez, il y a des moments dans la vie, en tout cas dans l'histoire de France, où il faut que les Français fassent abstraction de leurs différences droite, centre, gauche. Je n'ai pas dit, nous ne disons pas que le clivage droite-gauche n'existe pas. Il existe, mais on dit qu'actuellement il n'a plus de sens, puisqu'actuellement la France est un pays quasiment... Vous allez sursauter quand je vais dire ça, mais un peu sous occupation. Bien entendu, c'est pas la même chose qu'en 40. Le terme occupation, effectivement, est un terme très fort. Oui, bien sûr, ça ne m'échappe pas que c'est pas comme en 1940, il n'y a pas des armées dans la rue. Mais le résultat est un peu similaire, c'est-à-dire que toutes les grandes décisions qui sont prises en France ne sont pas prises par les Français, elles nous sont imposées de l'étranger, de l'extérieur. Alors, vous expliquez cela avec votre expérience de membre de différents cabinets ministériels. Voilà. Vous avez été au contact de l'Union européenne à travers vos différentes fonctions et vous nous dites aujourd'hui la France n'est pas un pays souverain. Voilà, et la France n'est pas lui dirigée. D'ailleurs, mais donnez-nous quelques exemples.
Notamment de votre expérience passée, dans le cabinet d'Hervé de Charette, dans le cabinet de Gérard Longuet, par exemple. Hervé de Charette, par exemple, je m'occupais des questions d'Asie, d'Amérique latine. Un jour, j'ai suggéré à M. de Charette de faire un déplacement à Cuba. Parce que je trouve que Cuba est un pays significatif en Amérique latine. Ça faisait des décennies qu'il n'y avait pas eu d'échange ministériel. C'est un pays avec lequel nous avons des relations diplomatiques de surcroît. Donc je ne voyais pas pourquoi la France, systématiquement, il n'y avait jamais un ministre qui allait à Cuba. Les services du ministère des Affaires étrangères, quand j'avais évoqué ça au directeur d'Amérique, avaient trouvé l'idée tout à fait formidable. Quand j'en avais parlé à M. de Charette, il avait trouvé que l'idée n'était pas mal. Sauf que je ne sais plus par quel truchement, enfin il m'a convoqué 2 jours après pour me dire qu'il n'en était pas question, parce que d'un seul coup il s'était rappelé, ou on lui avait rappelé, que l'Union européenne avait interdit tout contact ministériel avec Cuba. Voilà, c'est un petit exemple. Si vous voulez mettre des exemples comme ça, on en trouve par exemple, je travaille au ministère des Finances, vous savez qu'actuellement nous avons une politique économique qui est décidée par des institutions européennes non élues et non françaises. Enfin, il y a eu cette affaire qui est actuellement sur le devant de la scène. La France a voté un budget, les parlementaires français ont voté un budget. C'est un des grands acquis de la Révolution française. Vous savez, c'est écrit, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'article numéro 3, notamment, à la fois de la Déclaration des droits de l'homme et de la Déclaration de la Constitution française. Les parlementaires français ont voté un budget. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on doit aller présenter ce budget à un commissaire européen qui est un monsieur de nationalité finlandaise, qui n'a été d'ailleurs élu par personne, et qui se permet de dire mais ça va, ça va pas, ça va pas, ça va. Bon, ça c'est pas possible, puisque l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme dont je parlais dit que la souveraineté appartient au peuple, à la nation, et que nul individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça veut dire, c'est important, ça veut dire que les textes les plus fondamentaux de notre pacte républicain depuis maintenant 225 ans, que sont la Déclaration des droits de l'homme ou bien la Constitution française de 1958, eh bien, sont en fait piétinés. Et quand vous faites remarquer ça autour de vous, les gens ricanent, les gens font comme s'ils déréalisaient ces textes. Mais si on ne tient plus compte du droit positif, du droit tel qu'il existe, si on le piétine, si on considère que ce sont des vieilles lunes, eh bien c'est parti pour la dictature. Alors on est en pleine actualité européenne cette semaine avec l'installation dans les jours qui viennent de la nouvelle Commission européenne. Vous critiquez énormément le fonctionnement de cette commission. Vous dites que ça n'est pas un organe démocratique ? Oui, mais notre critique, en fait, va bien au-delà. Notre critique, elle va au-delà parce que c'est une des choses qui nous distingue profondément de l'ensemble des mouvements politiques, et notamment, vous citiez tout à l'heure le Front National. Au passage, je fais une incidente. Le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. De temps en temps, il y a un de ses responsables qui évoque cette idée. Mais le lendemain ou le surlendemain, il y en a un autre responsable qui dit tout le contraire. Donc Marine Le Pen, par rapport à vous, est plutôt modérée sur la question européenne. Mais Madame Le Pen, le Front National, en fait, est pour le principe de la construction européenne, parce que, et c'est ce que je voulais dire, ce qui nous distingue de toute la classe politique française, c'est l'analyse que nous faisons de toute cette opération. La construction européenne a été lancée, l'idée même en a été lancée dans les années 1920-1930, et notamment a été largement portée par l'Allemagne hitlérienne dans le cadre de la Nouvelle Europe. Bien, financée d'ailleurs par les grands concerns allemands, les grandes entreprises allemandes et des intérêts financiers américains. À l'effondrement de l'Allemagne nazie, l'idée a été reprise, sous une autre forme, par les États-Unis d'Amérique. Et ça n'est pas du conspirationniste. Nous avons sur notre site internet upr.fr, ou dans les conférences que je fais, toutes les informations, toutes les références les plus sérieuses et les plus précises sur cette question. Il suffit d'ailleurs d'ouvrir un livre d'histoire bien établi là-dessus pour le savoir. Et nous, ce que nous disons, c'est que c'est le principe même de vouloir fusionner 27, 28, 30 États d'un continent, c'est ce principe même que nous condamnons qui est absurde. Non seulement c'est absurde, mais en plus de ça, c'est très dangereux parce que ça nous entraîne à la guerre. Et là, je crois que nous sommes dans cette Radio Orient, je suis d'ailleurs vraiment ravi d'être reçu chez vous, parce que, entre autres choses, j'ai vu, je crois que vous avez comme slogan le lien entre l'Orient et l'Occident. Bon. Tout à fait. Vous êtes les mieux placés dans cette radio pour savoir à quel point la France a des intérêts extrêmement étroits
avec les pays du Moyen-Orient et les pays du monde arabo-musulman de façon générale. Alors tout le monde a à l'esprit, bien entendu, nos liens avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les pays du Maghreb, mais il ne faut pas oublier les pays comme le Liban, la Syrie et le Moyen-Orient de façon générale. Ça remonte, comme vous le savez, au minimum à François Ier, à son accord avec Soliman le Magnifique en 1526. Donc nous avons des intérêts très importants. Nous avons en France, parmi nos compatriotes français, il y en a énormément, d'ailleurs certains qui nous écoutent certainement, qui sont d'origine du Maghreb ou du Moyen-Orient. En revanche, nous n'avons que des liens pratiquement inexistants avec les pays baltes, avec l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Donc ce que nous disons, c'est que cette construction européenne, en fait, si vous y réfléchissez à fond, ce qu'on fait jamais dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, dans les émissions, on fait du buzz, on insulte le responsable politique qui vient, on le met sur ses gardes, mais on ne va jamais au fond. Nous, ce que nous disons, c'est que la construction européenne, si vous y réfléchissez bien, c'est une espèce d'apartheid planétaire mondial. Oula, attention, oui. Vous avez parlé d'occupation, maintenant vous parlez d'apartheid. Mais oui, parce que qu'est-ce que c'est que la construction européenne ? Ça part quoi ? Ça part du principe que nous devrions fusionner avec des pays que nous ne connaissons pas spécialement, la Slovaquie, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, et que nous devrions donc nous couper, ou en tout cas mettre à distance des pays extrêmement francophiles et francophones comme la Tunisie, l'Algérie, le Liban. Mais est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, qu'on pourrait intégrer dans l'Union européenne, qui serait un espace euro-méditerranéen, ces pays du Maghreb, justement, la Turquie aussi, pourquoi pas ? Non, parce que d'abord, on ne stipule pas pour autrui. La France voudrait. D'ailleurs, il y a eu l'union du euro-méditerranéenne qui a été lancée par... Qui a fait pchit. Mais pourquoi ça a fait pchit, justement ? C'est ça qui est intéressant. Ça a fait pchit parce que les autres partenaires de l'Union n'en veulent pas. Notamment l'Allemagne. Parce qu'eux, ils ont d'autres intérêts. Vous comprenez ? D'ailleurs, moi, je ne suis pas en faveur non plus d'une espèce... Le problème que pose l'Union européenne, c'est que c'est une espèce de gouvernement totalement antidémocratique qui veut s'imposer à un continent entier. Nous sommes en faveur d'une institution qu'il faudrait revaloriser, qui a été malheureusement complètement dénaturée maintenant, en fait un peu dès son origine, mais maintenant c'est devenu de plus en plus grave, c'est l'Organisation des Nations Unies. Dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, il y a un droit international. Nous sommes en faveur du droit international. Nous sommes en faveur que la France ne fasse plus désormais la séparation entre les pays d'Europe et les autres. C'est une pensée, j'insiste, je reviens sur mon idée d'apartheid, c'est une pensée qui est de nature nauséabonde, racialiste. En vertu de quoi devrions-nous fusionner avec des pays comme les pays baltes et nous tenir à distance de la Tunisie ou du Liban ? Mais vous ne connaissez pas l'avenir. Peut-être que la Tunisie un jour intégrera l'Union européenne. Ça n'aurait pas de sens. Et puis je ne le souhaite pas d'ailleurs pour les Tunisiens, puisque le principe de l'Organisation des Nations Unies, je le rappelle, c'est que chaque pays garde son indépendance et sa souveraineté nationale, mais dans le cadre du respect d'un droit international positif. Et s'il y a des conflits entre les nations, elles sont réglées par la Cour internationale de justice ou bien par les chapitres 6 et 7 de la Charte. L'invité de Pluriel est François Asselineau, président et fondateur de l'UPR, l'Union populaire républicaine. On se retrouve dans quelques instants. Pluriel, animé par Loïc Barrière. Retour sur le plateau de Pluriel avec François Asselineau, président et fondateur de l'UPR. Alors avant la pause, on évoquait la question de la construction européenne qui exclut de facto les pays du sud de la Méditerranée. Tout de même, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez dit sur les pays baltes. Ce sont des pays qui se sont libérés de la dictature communiste après la chute du mur de Berlin. Vous dites que l'Union européenne telle qu'elle est potentiellement un espace de guerre. À l'origine, l'Union européenne a justement été créée pour favoriser la paix. Oui, enfin ça c'est ce qu'on a raconté aux enfants des écoles. Moi aussi j'ai suivi les cours quand j'étais petit. Donc on nous a expliqué que l'Europe c'était la paix. Bon, on n'a sans doute pas le temps d'expliquer, mais ça n'est pas exact. S'il y a eu la paix entre la Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale et les années 90, c'était pas parce qu'il y avait des directives sur le beurre de cacao ou sur le lait. C'est parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Et puis ensuite, l'Union soviétique s'est désintégrée. Mais actuellement, l'Union européenne est en train de nous emmener vers la guerre.
comme d'ailleurs toutes les dictatures qui ont prétendu assurer la paix, ont fini tous par nous entraîner vers la guerre. Rappelez-vous Napoléon III disant l'Empire c'est la paix. C'est une dictature, l'Union européenne ? Oui, l'Union européenne est une dictature qui ne dit pas son nom. Évidemment, mais c'est assez subtil, nous sommes au 3e millénaire. On a inventé quelque chose de très original dans l'histoire politique. C'est une dictature qui se présente comme une démocratie et qui est tellement compliquée et tellement ennuyeuse en fait, que les gens ne veulent pas s'en occuper. C'est ça, c'est beaucoup plus fort que Napoléon, Hitler ou Staline. Là, on a quelque chose, une dictature qui s'impose par l'ennui et la complexité. Quand vous parlez d'Hitler et de Staline, ce sont des personnages historiques qui ont conduit à la mort de millions de personnes. L'Union européenne n'est pas en train de tuer des millions de personnes. Alors, sur le sol de l'Union européenne, vous avez raison. Ça n'est pas comparable, je suis d'accord. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cela étant, l'Union européenne, et qui maintenant est vassalisée par les États-Unis, est bien responsable de la mort de millions de personnes. Allez en parler aux Afghans, allez en parler aux Irakiens, allez en parler aux Libyens, allez en parler aux Syriens, allez en parler maintenant à ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine. Donc, actuellement, l'Union européenne, par l'article 42 du traité de l'Union européenne, est placée quasiment sous la tutelle de l'OTAN. Ça veut donc dire, c'est là une des raisons pour lesquelles la France est rentrée dans l'OTAN. Alors certains, l'autre jour j'étais chez Ruquier, et puis il y a une des journalistes, Léa Salamé, qui m'a dit « Mais enfin, l'OTAN, ça permet de protéger les États qui sont attaqués, comment pouvez-vous être contre ?» Oui, c'est peut-être une solidarité face à un État qui est attaqué, mais c'est aussi une solidarité si l'un des États attaque. Or c'est actuellement le cas. Nous sommes entraînés par notre appartenance à l'Union européenne, à soutenir des manœuvres agressives contre toute une série de pays, en Syrie, en Libye, en Ukraine, etc. Mais vous êtes en train de nous dire que c'est parce qu'on est lié à l'OTAN, mais à l'époque de Jacques Chirac. Jacques Chirac n'a pas voulu intervenir en Irak. Il y a donc bien aussi une décision des chefs d'État. Oui, mais Jacques Chirac, d'abord à l'époque, nous n'avions pas réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait depuis lors. Et puis deuxièmement, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, effectivement, se sont opposés en 2003 à la guerre en Irak au motif qu'elle était illégale et qu'elle était fondée d'ailleurs sur des informations fausses, ce qui a été révélé, ce qui s'est avéré ensuite. Saddam Hussein, dont je ne suis pas là pour défendre le régime de Saddam Hussein, naturellement, mais Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive. Bon, les seuls qu'on avait dans l'histoire, c'était les États-Unis eux-mêmes. Donc, lorsque Jacques Chirac s'est opposé à ça, il faut bien comprendre qu'il a violé comment dirais-je, qu'on appelle le deuxième pilier du traité de Maastricht, c'est-à-dire la politique européenne de sécurité commune, la politique étrangère de sécurité commune. Donc, c'était contraire au traité. Mais plus on avance dans le temps, et plus les traités deviennent maintenant, exercent toute leur emprise sur la politique française. On a maintenant, avec la Constitution européenne qui a été rejetée par les Français, mais ensuite on leur a imposé quand même, ce qui prouve que c'est bien une dictature. N'oubliez pas le référendum de 2005 qui a été piétiné par les élites européistes. On nous a imposé donc des traités qui reprennent ce texte rejeté par les Français, qui prévoit un ministre des Affaires étrangères européen. Et donc nous sommes maintenant de plus en plus sous la coupe de cette espèce de méga-organisation continentale qui n'a absolument aucun caractère d'une démocratie. Vous ne rêvez pas parfois à une Europe qui serait peut-être une sorte d'États-Unis européens ? On a une monnaie commune, on pourrait avoir effectivement un président commun. C'est ce à quoi rêvent aussi les partisans de l'Union européenne. Mais d'abord, pour moi, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Je signale au passage que c'est une vieille lune, hein. L'idée des États-Unis d'Europe, elle a, excusez-moi de le souligner, 165 ans d'âge. Elle a été lancée par Victor Hugo dans son discours au Congrès de la paix de 1849. Et si vous reprenez ce discours, vous verrez que ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'apartheid est exactement confirmé, puisque Victor Hugo dit en 1849, il faut faire les États-Unis d'Europe, il faut faire une alliance avec les États-Unis d'Amérique, parce que nous allons ainsi tous ensemble coloniser la planète, et dit-il, il a cette phrase horrible, allez voir le texte, il est sur notre site internet. Il dit ça nous permettra de rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. Ça veut donc dire que pour la pensée des créateurs des États-Unis d'Europe, l'Asie n'est pas quelque chose de civilisé et l'Afrique n'est pas habitée par des hommes. Mais est-ce que vous imaginez cette pensée ? Nous, encore une fois, l'avenir du XXIe siècle, du 3e millénaire, il y a des gens qui nous disent toujours « Ah, vous voulez refermer la France sur vous-même » Mais pas du tout.
C'est l'Union européenne qui referme la France. L'Union européenne referme la France. Vous citez les exemples de la Suisse et de la Norvège, ces deux pays qui ne font pas partie de l'Union européenne tout en étant des pays européens. Vous considérez que si ces pays ont plutôt réussi économiquement, c'est parce que ils sont justement des pays autonomes, totalement souverains ? Je ne dis pas que c'est la seule raison. Ils ont des raisons. Chacun me dira oui, mais la Norvège, ils ont du gaz. Oui, mais la Suisse, elle a ses banques. Oui, mais l'Islande, elle a ses poissons, mais je dis oui, la France, elle a sa première industrie agroalimentaire, la France, elle a son tourisme, là, tous les pays ont des atouts. Ce que je dis simplement, c'est que il se trouve, c'est quand même assez curieux de le souligner, que les pays d'Europe qui se portent le mieux, où l'on est le plus heureux d'après le calcul du programme des Nations Unies pour le développement, l'indice IDH, ce sont justement les pays d'Europe qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Et parmi les pays de l'Union européenne, ceux qui se portent le moins mal sont ceux qui ont refusé d'entrer dans l'euro, c'est-à-dire la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable problème. On n'a pas parlé, vous avez effleuré la question de l'euro, mais l'euro est en train de nous plonger dans la misère. Vous savez, c'est pas... Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Tout à l'heure, vous avez rappelé que je pourrais être soit ministre à l'UMP, soit président d'une grande banque, je gagnerais 100 fois ce que je gagne aujourd'hui, ou disons 50 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui. Mais pourquoi je fais ça ? Parce que figurez-vous que dans la vie, il y a des gens, d'ailleurs les gens qui nous rallient à l'UPR font partie de cette catégorie de citoyens, et qui ont un certain nombre de valeurs républicaines, démocratiques. Moi, je pense aux 50 générations qui ont fait la France. Je pense à ce patrimoine extraordinaire qu'ils nous ont légué et qui actuellement est en train d'être dilapidé. De qui êtes-vous l'héritier ? Est-ce que vous êtes l'héritier de De Gaulle, par exemple ? Écoutez, moi je cite souvent le général de Gaulle parce qu'il a fait, je pense que c'était le plus grand homme d'État du XXe siècle. Il a fait des erreurs. Qui n'en a pas fait. Chez nous, d'ailleurs, comme c'est un mouvement de large rassemblement, il y a des gens qui n'aiment pas De Gaulle, donc on ne se prétend pas un mouvement gaulliste. Mais si je cite souvent De Gaulle, c'est que, en fait, De Gaulle se rattachait à une filiation d'environ 1500 ou même 2000 ans d'âge, c'est-à-dire tous ces chefs d'État ou de gouvernement, qu'ils fussent roi ou président de la République, ou d'ailleurs homme politique. Moi, je mets dans le même sac, si j'ose dire, quelqu'un comme, par exemple, Philippe Auguste. Je mets, par exemple, Charles V, on peut mettre Louis XIV dans les débuts, on peut mettre Henri IV, on peut mettre quelques grands Saint-Louis qui a créé les premiers établissements publics. Il y a quelques très grands rois de France qui ont forgé les Capétiens. Puis on en parlait tout à l'heure, François Ier qui a fait une alliance de revers avec Soliman le Magnifique, justement pour desserrer les taux de l'Empire des Habsbourg. Et puis il y a dans la même lignée, vous avez Gambetta, vous avez Jaurès, vous avez Clémenceau, vous avez De Gaulle, c'est-à-dire vous avez les soldats de l'an 2 à la Révolution française, vous avez bien sûr l'épisode de Jeanne d'Arc. Donc tous ces chefs d'État, qu'ils fussent rois ou président de la République, ou tous ces personnages de l'histoire qui se sont battus pour que la France soit la France. Et ça veut dire quoi que la France soit la France ? La France, c'est le pays des hommes libres. Voilà. Le pays des hommes libres. Eh bien, nous voulons que la France redevienne ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le pays des hommes libres. Et un pays où on ne fait de la distinction entre personne en fonction de sa race, de son ethnie, de ses convictions religieuses ou politiques. Voilà. Oui, j'ai vu notamment que vous aviez un passage dans votre programme qui était de lutter contre l'islamophobie. Oui, parce que, et je ne dis pas ça, je dis toujours la même chose partout. Hein, donc vos auditeurs... Voilà, ça n'est pas seulement parce que vous êtes sur Radio Orient. Ce n'est pas parce que je suis sur Radio Orient, je l'ai dit l'autre fois sur Radio Notre-Dame, je le dis partout où je suis interrogé. La France doit défendre son indépendance nationale, doit défendre sa liberté, doit défendre ses valeurs républicaines. Mais je trouve qu'il est extrêmement nauséabond d'avoir des ennemis désignés. Or, actuellement, et c'est du fait de notre appartenance à l'Union européenne notamment, puisque cette Union européenne s'inscrit dans la théorie américaine du choc des civilisations. Avec cette théorie, je reviens sur mon histoire d'apartheid qui vous a fait sursauter, mais c'est quand même bien de ça qu'il s'agit. Désormais, nous avons des ennemis quasiment présentés comme officiels. C'est d'une part le monde arabo-musulman, et d'autre part le monde russe. Et puis accessoirement, mais ils sont un peu plus loin, les Chinois, les Indiens. D'ailleurs, quand vous parlez à un partisan de la construction européenne, très très vite, il vous dit « Ah mais vous vous rendez compte, on va être submergé par les Arabes, par les Noirs, les Chinois, les ci, les ça. » Mais moi, j'ai pas du tout peur de ça. D'ailleurs, nous avons des liens extrêmement étroits, j'en parlais non seulement avec le monde arabo-musulman ou la Russie, mais aussi avec la Chine. Donc, qu'est-ce que c'est que cette théorie qui nous pousse en fait à une vision anxieuse,
polémique, agressive vis-à-vis du reste du monde. Nous sommes en faveur de la concorde des civilisations. Vous parliez tout à l'heure du Front National, enfin c'est moi qui ai comparé votre parti politique avec le FN. Qu'est-ce qui vous distingue du Front National justement sur cette question de l'identité, puisque vous évoquez les différents rois qui ont construit la France, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen se réfère à Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui vous distingue fondamentalement sur cette question de l'identité française ? Alors premièrement, je répète que le Front National n'analyse pas ce qu'est la construction européenne, c'est-à-dire qu'elle est une manœuvre de vassalisation par les États-Unis d'Amérique. Premièrement. Deuxièmement, le Front National allait vérifier la profession de foi de Madame Le Pen. Je l'ai dit, je l'ai redit, je paye une caisse de champagne à toute personne qui trouve sur la profession de foi de Madame Le Pen pour les élections présidentielles de 2012 ou toutes les élections l'idée qu'elle proposerait de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est quand même le moment de le dire. Bon, vous savez, il y a Talleyrand qui était un ministre des Affaires étrangères, vous savez, qui avait fait tous les régimes au début du 19e siècle. Il avait cette formule formidable. Il disait la seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. Eh bien, nous disons et nous mettons en garde, moi je mets en garde les gens qui m'écoutent. La seule façon de dire nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est de le dire. Tous les partis politiques qui critiquent, ça pour critiquer l'Europe, c'est très bien, mais les partis politiques qui, au moment fatidique de la profession de foi, ou sur le programme écrit qui est sur le site, ça n'y est pas question, ça veut dire qu'il y a un loup. Et comme disait Martine Aubry récemment, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Hein. Voilà. Alors sur la question de l'identité, les gens qui sont allés au Front National, la grande majorité puisque vous m'interrogez, je suis désolé, mais encore une fois, on m'interroge là-dessus. Alors après, on va me dire, vous tapez sur le FN, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que tout le monde m'interroge là-dessus, parce qu'on a mis dans la tête que ce mouvement politique dirait la même chose que nous. Les militants qui vont au Front National, ils y sont allés pourquoi, à votre avis ? Ce que je vais dire, j'enfonce des portes ouvertes. Ils y vont parce qu'ils n'aiment pas les Arabes. C'est comme ça. Ils sont contre les Arabes, contre les Noirs, contre les immigrés. Il y a aussi la peur de l'Europe. Oui, mais c'est accessoire. Et je vous assure que lorsque vous parlez à des adhérents du FN, ils sont là à vous dire « Ah oui, mais on préfère quand même une Europe avec les Américains plutôt que la France qui soit devenue un truc musulman ou arabe. » C'est comme ça qu'ils ont une vision qui est celle-là. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas d'accord entre eux sur ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous le dire ici, mais nous avons mis sur notre site, Madame Le Pen et ses collaborateurs, ils ont 15 versions, on a recensé 15 versions différentes de ce qu'ils proposent sur l'Union européenne et l'euro. La seule chose qui n'est jamais précisée, c'est la sortie de l'Union européenne. De temps en temps, ils évoquent un vague référendum, mais après ça, ils changent de sujet. Sur la question de l'identité française, vous considérez que l'islam de France est une réalité, que vous acceptez. Pour vous, il n'y a absolument pas de problème. Nicolas Sarkozy parlait récemment de l'immigration qui menaçait notre façon de vivre. Vous ne validez pas ces thèses ? Non, parce que ce sont des thèses de division du peuple français. Voilà. D'ailleurs, M. Sarkozy, c'est vraiment le politicard parfait, c'est-à-dire qu'il sent un petit peu ouvert le vent, donc il va sortir une phrase. Mais vous savez, ce que les gens disent finalement, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent noir sur blanc, première chose. Deuxièmement, leurs propositions concrètes. Troisièmement, est-ce que c'est cohérent ou est-ce que ça change constamment ? Si ça change constamment, c'est qu'ils sont en train de vous enfumer. Donc moi, ce que dit M. Sarkozy dira une autre chose une autre fois. Ce que nous disons, c'est que nous sommes en faveur des grandes valeurs de la République, la laïcité. La laïcité, c'est une espèce de savoir-vivre ensemble. Ça veut dire que les gens ont parfaitement le droit d'être catholiques, protestants, juifs, musulmans chiites, musulmans sunnites, bouddhistes, confuciens. Ils ont même le droit aussi d'être agnostiques ou athées. Simplement, le vouloir vivre ensemble, c'est une question d'élégance de comportement. C'est qu'on n'impose pas aux autres ses propres convictions. C'est pareil d'ailleurs aussi pour le communautarisme. Par exemple, vous savez, là, avec le côté gay, etc. Bon, maintenant, tout ça nous vient du monde anglo-saxon. Parce que les anglo-saxons et les américains, ils adorent mettre les gens dans des cases. Donc vous avez les gays, vous avez les homos, les hétéros, vous avez les noirs, vous avez les juifs, vous avez les musulmans, etc. Mais c'est pas ça. Ça, c'est la version d'apartheid, d'ailleurs, qui correspond bien à la pensée anglo-saxonne. Nous, c'est pas notre vision des choses. En France, nous ne connaissons que les citoyens français. Qu'est-ce que la République pour vous ? Eh bien, la République, c'est d'abord et avant tout une œuvre d'émancipation.
de libération des esprits, une œuvre également de liberté, d'égalité et de fraternité. Actuellement, la construction européenne, qui s'inscrit dans le projet mondialiste des États-Unis d'Amérique, d'avoir cette espèce de bloc. Actuellement, il y a le projet de traité transatlantique qui est négocié dans le dos des Français. C'est l'idée d'avoir une espèce comme ça de bloc blanc qui s'opposerait au reste du monde. Ça, c'est quelque chose qui est totalement contraire aux idéaux républicains. Là, nous sommes en train de troquer la liberté contre une forme d'esclavage. Regardez comment on est remis en cause. François Asselineau. Laissez-moi terminer ma réponse. On est en train de laisser tomber la liberté, la remplacer par l'esclavage. Il suffit de voir comment on démolit le droit du travail constamment. On est en train de remplacer l'égalité par les inégalités. Puisque maintenant, de plus en plus, on assiste à une flambée des inégalités du fait de l'ultralibéralisme, et on est en train de remplacer la fraternité par le communautarisme religieux ou autre. Tout ceci, nous voulons en revenir aux grands idéaux républicains. Mais François Asselineau, à vous entendre, on a l'impression que la solution miracle, c'est que la France sorte de l'Union européenne et de l'OTAN. Est-ce que c'est aussi simple que cela ? Alors, d'abord, c'est vous qui dites solution miracle de façon un petit peu polémique. C'est comme si vous aviez dit à Charles de Gaulle, le 19 juin 40, j'ai entendu votre appel d'hier, vous présentez la poursuite du combat contre l'Allemagne comme la solution miracle. Non, évidemment pas. Il y a bien sûr d'autres problèmes. Il y avait des problèmes avant l'Union européenne, il y en aura des problèmes après, c'est vrai. Mais ce qui nous distingue également de tous les autres mouvements politiques, vous m'offrez l'occasion de le souligner, c'est que nous avons une hiérarchie de priorités. Nous disons que tant que ce problème du vol de souveraineté, du fait que les Français ne décident pas de leur avenir collectif, tant que ça n'est pas réglé, tout le reste est accessoire. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer le fonctionnement de l'Union européenne ? Alors nous avons montré que nous avons beaucoup plus de chances de gagner à l'euro-million que de changer l'Union européenne. J'ai fait un calcul statistique, j'ai présenté ça devant les élèves de l'école polytechnique il y a 1 an et demi qui n'ont rien trouvé à redire. Parce que pour modifier les traités européens, il faut l'unanimité des 28 États membres. Alors si on entre un petit peu dans les détails, c'est quasiment impossible à obtenir, surtout s'il s'agissait de faire un virage à 180 degrés de la construction européenne telle qu'elle existe. Donc quand vous entendez les responsables politiques qui ont un discours anti-européen, le Front de gauche notamment, le NPA, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, vous pensez que tant qu'on ne sort pas de l'Union européenne, ce n'est pas possible, un président de la République ne pourra pas avoir de pouvoir si la France ne quitte pas l'Union européenne ? Écoutez, les 57 ans qui se sont écoulés depuis le traité de Rome de 1957 le prouvent et l'ont prouvé. Nous appelons tous ces mouvements que vous venez de citer, nous appelons ça des leurs. Ils font croire qu'ils ont la solution, ils ne l'ont pas. Tout simplement parce que l'on ne peut pas décider de ce que voudront les Finlandais, les Allemands, les Chypriotes, les Slovaques, les Polonais, les Irlandais. Voilà. J'ajoute aussi un autre point. Nous voulons rester en excellents termes avec nos voisins. Parce que lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, nous resterons toujours, c'est pas un scoop que je vous dis, on restera toujours frontalier de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne. Lorsque j'entends des gens comme M. Mélenchon, par exemple, qui dit oui, la France va taper du poing sur la table, la France c'est la France, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il piétine la souveraineté nationale des autres. Nous sommes parfaitement logiques. Moi, je ne veux pas. Et les gens qui ont rejoint l'UPR, d'ailleurs, notre mouvement est en très forte croissance. Nous sommes le mouvement qui se développe le plus rapidement. Vous avez combien d'adhérents là ? Puisque nous sommes lundi 27 octobre, vous publiez le nombre d'adhérents en temps réel sur votre site. Nous sommes le seul mouvement politique à le faire. Nous avons d'ailleurs demandé qu'il y ait un audit fait de façon impartiale par l'État pour que les partis politiques puissent montrer aux Français qui est-ce qu'ils ont comme adhérents. Nous en avons, au moment même où je vous parle, 6271 adhérents. Ça commence à être beaucoup, d'autant plus que c'est un vrai nombre. Parce que les autres qui vous annonce des adhérents à jour de cotisation. Les autres qui multiplient par 3, par 4, par 10, etc. Je disais sur M. Mélenchon et le Front de gauche, ils tapent du poing sur la table en voulant imposer leur souveraineté aux autres. Nous ne voulons pas imposer notre souveraineté aux autres. Nous voulons que les Français soient maîtres chez eux. Mais moi, je n'ai pas envie d'imposer aux Allemands, aux Polonais, une Europe à la française. Ils ne l'accepteraient pas. Oui, mais de facto, François Asselineau, si la France quitte
l'Union européenne, vous déstabilisez l'ensemble. Donc le départ de la France de l'Union européenne, la France qui est un des pays fondateurs de l'UE, va déstabiliser l'ensemble de la zone. Mais attendez, qu'est-ce que vous appelez déstabiliser ? Vous ne croyez pas que c'est en ce moment que le continent est en train d'être déstabilisé ? Moi, ça fait 7 ans et demi que je parcours la France. La situation ne fait que s'aggraver. Sortez dans la rue, demandez aux gens s'ils sont heureux. Il y a de plus de gens pauvres. D'ailleurs, c'est pas une vue de l'esprit. L'INSEE, les statistiques officielles le Mais montrent. vous ne pensez le pas chômage... que ce serait pire si la France quittait l'Union européenne ? Écoutez, vous avez 9 prix Nobel d'économie qui ont conseillé en 2012 à l'Espagne de sortir de l'Union européenne. Vous avez une étude qui a été faite par Jacques Sapir, qui a été publiée par la Fondation Res Publica, qui montre les considérables avantages que nous aurions à sortir de l'euro. J'insiste sur le fait que nous ne sommes pas des plaisantins. J'ai été délégué général à l'intelligence économique à Bercy. C'est pas forcément une preuve extraordinaire, mais enfin ça prouve quand même que j'ai quelques idées. Nous avons à l'UPR Vincent Brousseau, qui est notre responsable chargé des questions monétaires, qui était l'un des 2 économistes français à la BCE à Francfort pendant 15 ans. Il est l'un des meilleurs spécialistes français de l'euro. Il nous a rejoints puisqu'il sait, comme tous les experts, que l'euro n'est pas viable de toute façon sur long terme. François Asselineau, je vais peut-être vous poser une question qui fâche, mais effectivement, vous êtes très passionné par votre sujet, vous exprimez remarquablement, mais est-ce que vous n'êtes pas finalement en train de travailler, sans le vouloir, pour le Front National ? Car vous êtes en train d'installer l'idée qu'il faut sortir de l'Union européenne, mais les Français qui vous écoutent vont peut-être plutôt voter pour Marine Le Pen, qui a des chances de gagner les élections plutôt que de voter pour vous. Mais non, mais ça, alors, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il faudrait que nous nous taisions et que nous acceptions ce genre de choses. Je voudrais parler du Front National. Encore une fois, c'est vous qui revenez sur ce sujet. Il est vrai que tout est fait dans les médias pour promouvoir le Front National. D'ailleurs, et à force d'en parler, c'est ça qui le promeut. Sauf que tous les experts, tous les sociologues en matière politique savent que ce mouvement politique qui a 42 ans d'âge a un plafond de verre, comme on dit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dépasser 15 à 16% des électeurs inscrits. On l'a encore constaté, tout le monde a dit oui, le FN aux européennes a monté, mais non, il n'a pas monté. Il a monté en pourcentage, c'est vrai, il a fait 23 ou 25%, je ne sais plus. Mais c'était pas en nombre de voix. Mais des votants. Mais en nombre d'inscrits, il est toujours, depuis 42 ans, scotché en dessous des 14% des inscrits. D'ailleurs, vous voyez bien que, regardez ce qui se passe là aujourd'hui, ces jours-ci, là, il y a un jeune élu du Front National qui s'est converti à l'islam, il est exclu. Enfin, c'est parce que le Front National ne s'est pas bâti sur la souveraineté nationale, il s'est bâti d'abord et avant tout sur la chasse aux immigrés, aux Arabes et aux Noirs. C'est ça la vérité. Il y a des gens qui d'un seul coup semblent découvrir ce qui est une vérité d'évidence. Vous savez, j'ai envie de vous raconter, si vous me le permettez, de faire allusion à un petit passage dans la Bible que tout le monde connaît, qui est le jugement de Salomon. Vous connaissez, c'est dans le premier livre des rois, je crois. Il y avait donc 2 femmes qui se partageaient un bébé, parce qu'il y avait l'une des 2 qui avait perdu son enfant, et les 2 prétendaient que l'enfant subsistant était le sien. Et qu'a fait Salomon ? Vous connaissez cette histoire. Comme il ne savait pas comment trancher, il a dit on va couper cet enfant en 2, et chacun en aura une moitié. Et à ce moment-là, la vraie mère a dit « Non, moi je ne veux pas, je préfère le laisser à l'autre parce que c'est son cri de mère qui a prévalu. Elle préférait perdre son enfant mais qu'il soit vivant par amour maternel plutôt que de le voir découpé en 2, alors que la mauvaise mère, elle était tout à fait d'accord pour le couper en 2. » Eh bien, c'est un peu la même chose ici avec la situation politique française. Le Front National est un mouvement de division des Français, avec des valeurs d'extrême droite ou de droite extrême. Et donc il préfère que la France soit morte plutôt que de s'effacer pour un mouvement de rassemblement national. Et c'est pareil d'ailleurs pour le Front de gauche. Ils veulent rassembler les Français de gauche, et d'ailleurs c'est front contre front, c'est pas pour rien qu'ils s'appellent front. C'est-à-dire que l'un et l'autre, ils préfèrent avoir la France mourir, mais que chacun en ait sa petite moitié. Eh bien nous disons, telle la bonne mère, nous disons que ce qui nous importe, c'est que la France, elle vive, et qu'elle soit, comme disait De Gaulle, elle est immortelle. C'est la raison pour laquelle, tant que les Français se laisseront piéger par ces espèces d'impasses
qui sont médiatisés justement parce que ce sont des impasses, justement parce que ce sont des espèces d'abcès de fixation où on va entraîner 12 ou 15% des inscrits, ça sera 20-25% des électeurs au Front National, et puis 10-15% des électeurs au Front de gauche, on est certain à ce moment-là que c'est l'ordre euro-atlantiste qui va se poursuivre. François Asselineau, vous avez tenté de vous présenter à l'élection présidentielle en 2012, vous n'avez pas eu les parrainages nécessaires. Nous sommes en 2014. Vous travaillez déjà pour l'élection de 2017 ? Oui, alors en 2000, vous avez raison de le rappeler, j'ai essayé d'être candidat. C'est d'ailleurs un déni de démocratie, ce système des 500 parrainages. D'ailleurs, De Gaulle ne voulait pas du tout ça à l'époque, à l'origine. Ça a été imposé par Valéry Giscard d'Estaing. Je rappelle qu'au début, il y avait 100 parrainages. Et en plus de ça, il y a des pressions qui sont exercées par les grands partis politiques, l'UMP ou le PS, soit en direct, soit par l'intermédiaire des intercommunalités, pour dissuader des maires de petites communes de signer pour d'autres candidats. Alors c'est vrai que début 2012, on avait 700 adhérents. Et donc nous avons eu 17 parrainages, ce qui n'était pas beaucoup, mais au moins moi j'ai dit le vrai nombre, parce que tout le monde, là aussi, les gens racontent des salades. Nous, ce qui marque notre mouvement, je crois, c'est l'honnêteté, la transparence. Maintenant, en 2014, j'en le disais tout à l'heure, on a 6271 adhérents au moment même où je parle. Pas d'élus pour l'instant. Si on a quelques maires mais qui nous ont rejoints, qui étaient sans étiquette, qui nous ont rejoints, on a quelques maires, quelques conseillers municipaux, mais qui n'ont pas été élus sur l'étiquette UPR. Mais je pense que au rythme où nous nous développons, je pense que fin 2016, nous pourrions avoir peut-être 20 000 adhérents, ce qui ferait de l'UPR une des très grandes forces politiques françaises. Et avant 2017, les élections cantonales, les élections régionales ? Alors, pour répondre à votre question, on n'a pas encore totalement commencé la recherche des parrainages, mais on va la commencer dans le courant de l'année prochaine. Et nous allons sans doute être présents aux élections départementales dans quelques cantons, mais certainement, en tout cas, on va essayer d'être beaucoup plus présents aux élections régionales qui auront lieu en décembre 2015 pour faire connaître notre mouvement. Parce que le problème qui se pose à notre mouvement, n'est-ce pas, c'est pas que les gens ne l'approuvent pas, c'est qu'ils ne le connaissent pas. C'est tout simplement ça. Il y a des gens qui me disent parfois « Oui, mais regardez, aux élections européennes, vous avez fait 0,41% des suffrages au niveau national. C'est rien du tout. » D'abord, c'est pas vrai que c'est rien du tout. Parce que quand vous aviez dans chaque circonscription entre 25 et 30 listes, il y avait un effet d'éparpillement. Deuxièmement, c'était la première fois qu'on se présentait à des élections nationales. Troisièmement, nous avons fait un meilleur score, je l'ai dit tout à l'heure, que le NPA de M. Besancenot. Et puis quatrièmement, comment voulez-vous que les gens votent pour un parti qu'ils ne connaissent pas ? N'est-ce pas ? Donc le problème que nous avons, c'est d'être connus. Mais une fois que les gens sont allés sur notre site upr.fr, on commençait à voir certaines de mes conférences qui ont du succès. Il y en a une sur l'histoire de France, qui a eu beaucoup de succès. Il y en a une, notamment des Français, des jeunes Français, qu'ils soient, comme on dit, de souche ou d'origine immigrée. Il y en a souvent qui m'ont dit « Monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être Français. » Pour la première fois de ma vie, j'ai appris plus de choses avec votre conférence sur l'histoire de France de 3 heures que j'en avais apprises pendant toute ma scolarité. Voilà. Donc ça, c'est une de mes conférences. Il y en a une autre qui s'appelle « Qui gouverne la France ?» et autres. Une fois que les gens découvrent ces conférences, nous avons un pourcentage d'approbation et d'adhésion qui est considérable. Une dernière question. Vous êtes énarque, je l'ai dit, vous pourriez aujourd'hui être un responsable important de l'UMP. Quelles sont vos relations avec les personnalités politiques avec lesquelles vous avez travaillé il y a quelques années ? Écoutez, elles sont extrêmement simples. Elles sont exactement égales à 0, puisque les personnalités pour lesquelles j'ai travaillé, d'abord, la plupart, je les ai un petit peu perdues de vue. Et puis, comme j'ai fait des choix politiques qui sont totalement contraires aux leurs, certaines d'entre elles m'ont dissuadé, ont considéré que j'étais fou, que c'était de la folie, que de faire ça. Ce sont des gens, pas seulement les gens avec qui j'ai travaillé, mais j'allais dire, j'étends votre question à l'ensemble de la classe politique française. Ce sont des gens qui font carrière. Excusez-moi, mais actuellement, qui peut avoir l'idée en ce moment d'adhérer au PS ou à l'UMP ? Quel est leur programme d'ailleurs ? On ne sait même pas quel est le programme de ces mouvements. Les gens qui adhèrent dans ces mouvements, c'est quoi ? C'est qu'ils veulent avoir des places, ils veulent avoir des mandats électifs. Les gens qui nous ont rejoints à l'UPR, ils le font, j'ai presque un peu des réticences à le dire parce que ça fait ringard, mais nous le faisons pour la France. On le fait pour notre niveau de vie collectif, pour notre liberté collective. J'ai eu l'occasion de le signaler il y a quelque temps. Un homme politique, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine élection. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine génération. Nous pensons à la prochaine génération.
Je vous remercie François Asselineau. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Bonsoir. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.